Bien, mesdames et messieurs, merci d'être si nombreux ce soir. Nous avons aujourd'hui dans cette faculté de médecine le grand honneur d'accueillir Monsieur Edgar Morin qui va nous parler de son récent livre La barbarie européenne, vers quelle humanité? Et cette conférence rentre dans le cadre d'un cycle de conférences qu'on fait à la faculté de médecine. Et il y aura bientôt une conférence de M. Leonetti, puis une conférence de M. Delevoye et une conférence débat avec Jean-François Bach, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Donc on souhaite ouvrir sur le monde cette faculté, beaucoup plus, et inviter des personnalités comme M. Edgar Morin dans le cadre d'une politique de rayonnement de cette faculté. Et je vais donner la parole tout de suite à Christian Hervé, qui va faire un commentaire complémentaire. La faculté Paris-Descartes est en effet particulièrement heureuse de recevoir pour la deuxième fois Edgar Morin, puisqu'il y a déjà 5 ans, il avait été accueilli dans l'amphithéâtre Léon Binet, de manière à nous parler du 6e tome de la méthode qui s'intitule L'éthique. Et à cette époque-là, n'est-ce pas, vous voyez, comme quoi on a beaucoup travaillé. Et donc, nous avions été à peu près 5 à 600 à écouter, pour ne pas dire boire, ces paroles. Et nous avons pensé 5 ans plus tard qu'il était important de le faire revenir, en effet, à un moment où beaucoup se posent des questions sur le lien social. Le médecin est amené à intervenir dans ce lien social. Il est lui-même un élément fédératif. On vient de discuter un tout petit peu avec Edgar Morin justement sur la spécificité de la médecine et comment le médecin peut se retrouver au carrefour de différentes médecines qui sont des représentations des différentes personnes, des représentations du monde qui s'entrechoquent actuellement dans une mondialisation avec des aspects tout à fait réducteurs. Alors, Monsieur Morin, juste avant de vous recevoir, 2 éléments m'apparaissaient fondamentaux par rapport au titre qu'on vous a demandé de nous présenter pendant environ 1 heure. Culture et barbarie européenne, bien entendu, puisque tout ce que nous développons au niveau de la réflexion bioéthique, et vous le notez particulièrement, ayant souffert d'ailleurs de cette période de la barbarie nazie. Donc il était important, là, en sorte de témoignage, quelque part, l'on vous écoute particulièrement bien. Et deuxièmement, dans le cas de la bioéthique également, avoir à l'esprit ce que vous dites dans un des livres de la méthode, qui est au niveau des idées, où vous expliquez bien comment même la raison, et donc le raisonnement scientifique, peut introduire en quelquefois des éléments peut-être excessifs, des éléments qui font qu'elle devient irraisonnable, cette raison. Et je crois que dans une faculté de médecine, où particulièrement il y a 5 ans, depuis 5 ans, nous faisons l'enseignement des lois de bioéthique, mais aussi des lois sur la fin de vie, où justement là, on parle d'actes qui peuvent être irraisonnés. Donc, du côté raisonnable de la médecine, il était important, de vous redonner la parole. C'est ce que nous allons faire, si vous voulez bien, dans le cadre de l'ouverture de cette faculté de médecine prestigieuse aux sciences humaines et sociales que vous représentez ce soir. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup. Bon, mesdames et messieurs, chers amis, je ne sais pas si j'ai mis mon micro à bonne distance. Oui. Bon, je vais essayer de le garder. Alors, bon, tout d'abord, je voudrais interroger cette notion de barbarie, parce que j'en vois 3 aspects. Une, c'est, disons, une notion qui s'oppose à celle de civilisation. La civilisation, c'est une vie policée, c'est ce qui est des institutions, des droits, de l'autonomie individuelle, etc.
Et la barbarie, c'est en quelque sorte ce qui n'a pas de règles, n'obéit à rien, se déchaîne, et par la violence. Alors, bon, on peut définir la barbarie par rapport à la civilisation. Seulement, il y a une deuxième définition qui est assez intéressante, c'est la barbarie dans la civilisation. Parce que, effectivement, une société policée, civilisée, mais elle a en elle des autoritarismes dans lesquels il y a des abus de pouvoir, des exactions, des phénomènes barbares qui peuvent exister, y compris dans les relations personnelles, dans le couple. Une scène de ménage est un moment de barbarie, de fureur, de déchaînement, de haine, et qui peut fort heureusement se calmer. Mais on voit que, dans le fond, la barbarie est présente dans toutes les civilisations à des degrés divers. Je reviendrai là-dessus. Et puis, on peut dire qu'il y a une barbarie propre à la civilisation contemporaine, civilisation aujourd'hui mondialisée, civilisation née de l'occidentalisation, évidemment, et c'est-à-dire marquée par le déploiement et l'hégémonie de la technique, et pas seulement de la technique, mais des modes quantitatifs d'appréhension de la réalité, du calcul, de l'économie calculatrice. Or, vous savez que le calcul, en dépit de ses capacités, ne peut pas comprendre la souffrance, le bonheur, le malheur, la tristesse, la douleur, la haine, et ces choses-là. Le calcul ne peut pas comprendre ce qu'il y a de plus humain dans l'humain. Mais ce n'est pas seulement cette logique du calcul, mais elle se déploie à travers la recherche de l'efficacité, de la rentabilité, de tous ces critères qui sont de plus en plus prédominants. Et on voit parfois que, comme dans les histoires des suicides de Télécom, on voit même que c'est l'organisation qui produit des souffrances ou des malheurs qui conduisent au suicide. Donc, vous avez une barbarie propre aux civilisations contemporaines. Et si on peut parler de l'Europe, ben l'Europe, elle a cumulé les trois barbaries. Mais tout en produisant des antidotes à cette barbarie, en contradiction même avec son déchaînement, parce que l'Europe, les trois barbaries, elle les a eues. Elle, avec ses guerres, avec ses conquêtes coloniales, avec les deux guerres mondiales du siècle dernier, etc. Bon. Donc, mais on ne peut pas réduire l'Europe à cette barbarie. Comment la complexité de l'Europe, et c'est ce que je vais vous dire aussi tout à l'heure, mais je l'annonce, c'est que l'Europe, qui a été un foyer de domination extrêmement cruelle sur le monde, qui a duré plusieurs siècles, qui a produit l'esclavage, lequel esclavage n'a été aboli qu'en 1848 pour la France, laquelle a maintenu un pouvoir de domination coloniale, laquelle finalement a été levée sous la poussée des coloniaux qu'après la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe a produit en même temps les antidotes à cette barbarie, c'est-à-dire ce foyer de la domination et le foyer qui a produit les éléments d'émancipation qui ont permis au peuple de prendre en main ses idées des droits de l'homme, idées de la valeur humaine de tous les individus, quelle que soit leur race, leur ethnie, leur sexe, leur origine. Ces idées qui, dans le fond, sont le produit de l'humanisme européen. Et ce qui est quand même remarquable, c'est qu'au moment où il y a le déferlement de la conquête
sur les Amériques, de la conquête espagnole et portugaise notamment, le moment où même le monde occidental chrétien pense que les indigènes, les peuples de ces Amériques ne sont pas des êtres humains, puisque le Christ n'a pas visité l'Amérique, eh bien, il y a quand même deux esprits qui se sont élevés contre ça. Bon, le premier, c'est Barthélemy de Las Casas, qui a réussi même à faire admettre, après un difficile conciliabule ecclésiastique, que les habitants du continent américain étaient des humains, avaient une âme. Bon. Mais le second, c'est Montaigne. Parce que Montaigne, dans son chapitre sur les cannibales, il écrit, on dit que ces peuples sont barbares parce qu'ils mangent leurs ennemis morts. Mais ils ne leur font pas de mal puisqu'ils sont morts. Mais nous supplicions des vivants, nous les torturons, nous les asservissons, c'est nous les barbares. Et il a cette phrase extraordinaire, nous appelons barbares les peuples des autres civilisations. Donc, on peut dire que l'humanisme européen, qui à ce moment-là est en train de se former, apporte une vision autocritique et en même temps extrêmement lucide et rationnelle sur la barbarie qui déferle à partir de l'Europe. Et alors, cet humanisme européen, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il a deux visages. Le premier visage, c'est tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, ont les mêmes valeurs, ont le même droit, ont la même qualité et méritent d'être respectés en tant que tels. Ce principe qui est à la base de la Déclaration des droits de l'homme, qui est à la base de la nécessité de donner les mêmes droits aux femmes, ce principe qui vaut pour les gens de toutes les races et de toutes les couleurs, c'est évidemment un apport fondamental de la culture européenne. Mais il a aussi un autre visage. Et ce visage signifie que c'est l'homme qui désormais est le seul sujet et le seul maître dans la nature, et sa mission est de dominer, de conquérir la nature. C'est ce qu'exprime très bien Descartes quand il dit que par la science, l'homme va se faire comme maître et possesseur de la nature. Thème repris par Buffon, repris par Karl Marx, repris par notre civilisation, jusqu'à la prise de conscience écologique dans les années 1970-80, qui commence à peine, c'est-à-dire notre inséparabilité de cette nature. Nous la dominons, mais nous en faisons partie, nous en dépendons, bien qu'aujourd'hui elle dépende de nous. Et, en quelque sorte, nous nous suicidons à vouloir la maîtriser entièrement, et nous nous trompons en la considérant comme pur objet à manipuler. Et du reste, on a abouti à cette barbarie qui se manifeste aujourd'hui dans l'élevage industrialisé, dans la façon dont on abat les animaux, dans l'absolument manque de respect pour la vie animale. Cette barbarie, bien entendu, elle a des sources. Elle a une source biblique, puisque le Créateur fait l'homme à son image. C'est-à-dire que l'homme a un visage divin. Il fait une création séparée entre l'humain et le reste des animaux. Et cette disjonction s'accroît avec le message de Paul, de saint Paul, qui annonce la résurrection aux humains. Vous allez pouvoir ressusciter si vous avez la foi, mais évidemment les animaux ne peuvent pas ressusciter, c'est-à-dire un statut surnaturel. Nous avons le pouvoir de ressusciter physiquement après notre mort, enfin, d'après Paul. Alors, et tout ceci est encore aggravé par la pensée qui se déploie à partir du XVIIe siècle, qui fait cette disjonction
entre l'esprit et la matière, entre le monde humain et le monde animal. Du reste, notre cerveau est étudié dans les facultés de biologie, alors que notre esprit est étudié en psychologie, etc. Et dans le fond, il y a une certaine barbarie. Bien sûr, il y avait dans d'autres civilisations, il y a des barbaries contraires. Il y a par exemple l'idée d'intégration de l'humanité et de la société au sein du cosmos, fait que les prêtres aztèques, pour donner des énergies au soleil, faisaient d'innombrables sacrifices d'adolescents auxquels ils arrachaient le cœur sur l'autel du Teocalli de Mexico. Bon, vous avez d'autres formes de barbarie, mais celle-ci, aujourd'hui, elle est liée à cette façon de voir qui est celle du calcul et de la technique, du chiffre, et qui ignore notre relation profonde avec le monde de la vie. Mais je voudrais quand même parler des sources anthropologiques proprement humaines de la barbarie, car on ne les voit pas si nous restons attachés à définir l'humain, l'homme, comme Homo sapiens, doué de raison, Homo faber, capable de faire des outils, et puis, notion qui est arrivée plus tard au XVIIIe siècle, Homo economicus, c'est-à-dire mu par son intérêt personnel. Or, je crois que ce sont des définitions absolument unilatérales, car Homo sapiens est en même temps Homo demens. Il est délirant, il est fou. Mais alors, vous allez me dire, mais ce sont des cas pathologiques extrêmes. Ce ne sont pas des cas uniquement réservés à ceux que l'on met dans des asiles psychiatriques. La folie humaine se déploie dans l'histoire humaine, avec des rêves de grandeur, la démesure. Les délires sont présents dans une passion amoureuse ou haineuse, dès qu'elle n'est pas contrôlée par la raison. Et il n'y a pas une frontière qui va séparer le royaume de la raison de celui de la folie, et encore moins celui de la raison et celui de la passion. Et là-dessus, je crois que les travaux de Damasio, comme de Jean-Didier Vincent, avec l'imagerie cérébrale, ont bien montré que la raison pure, froide, n'existe pas. Que même le mathématicien qui fait les calculs les plus abstraits et les plus formels a la passion des mathématiques. C'est-à-dire que dès que vous avez un centre rationnel qui est animé dans le cerveau, il y a un centre émotionnel qui lui aussi s'anime. Et donc, nous avons le domaine de l'émotion, des sentiments, et des sentiments qui peuvent devenir passion, il n'y a pas de frontière. Et puis, à un moment donné, c'est le délire. Qu'est-ce que c'est que le délire, finalement? C'est quand la passion est déchaînée sans contrôle de la raison. Mais quelle est l'autre forme, non moins inquiétante, je dirais presque de folie? C'est quand on croit pouvoir se satisfaire d'une raison glacée, sans aucun sentiment, ni aucune émotion. Donc, nous avons quand même une norme très difficile à suivre, c'est-à-dire pas de raison sans passion, pas de passion sans raison. Mais là-dessus, il n'y a aucun programme. Nous, dans la navigation de la vie, nous sommes obligés à chaque fois, mais je pense que certainement, nous avons besoin de cette veilleuse qu'est la raison partout, mais de ne pas nous y enfermer. Et de toute façon, Homo sapiens est en même temps Homo demens. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, aussi, reprenons le deuxième terme, Homo faber. Oui, des outils, et c'est vrai dès la préhistoire, et maintenant nous voyons les capacités techniques formidables du génie humain. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dès la préhistoire, dès Néandertal, on voit que les morts sont enterrés soit avec leurs armes et aliments, c'est-à-dire ont une vie après la mort, soit
recroquevillés en position fétale, c'est-à-dire vont renaître de toute façon. Autrement dit, le mythe est aussi premier et fondamental que l'outil. Et peut-être plus encore, puisque nous savons aujourd'hui que les bonobos, ces sortes de singes qui sont très proches de nous, cousins des chimpanzés, avec du bois, font des outils et dont ils transmettent le savoir héréditairement. C'est-à-dire qu'il y a des fabrications d'outils dans le monde animal. Mais de mythes, ils n'ont pas de langage, ils font des rêves, mais ils n'ont pas de mythe. Le mythe et la religion. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'homo faber est capable de foi fanatique, de croyances délirantes, de sécréter des dieux d'une férocité inouïe, et tout ça à partir de l'esprit humain. Et du reste, en ce qui me concerne, j'en ai eu la révélation, si j'ose dire, quand j'ai fait mon premier travail sérieux, qui s'appelait L'homme et la mort, où j'ai dû faire une investigation touchant à peu près toutes les sciences humaines, y compris la biologie, pour voir quelles sont les... C'est-à-dire que partout, dans toute culture, dans toute civilisation, sauf pour dans une civilisation, quelques esprits pour qui la mort est l'anéantissement irrémédiable, mais partout, il y a des religions, et même parfois où on accorde plus d'importance à préparer sa vie après la mort que sa propre vie sur Terre. Et donc, ce que j'ai à ce moment découvert, moi qui pensais que les réalités fondamentales de la société étaient les structures économiques, les rapports de production, etc., j'ai compris que l'imaginaire et le mythe étaient au moins aussi importants et parfois plus. Alors, Homo economicus, cette notion qui est née avec le développement de l'économie moderne, effectivement, est vraie à sa part de vérité, puisque, effectivement, la part de l'intérêt personnel, avec le développement de l'individualisme, la dégradation des solidarités, fait que de plus en plus, on voit se développer, pour ne pas dire se déchaîner, l'intérêt personnel. Mais même dans notre civilisation, où il y a un tel développement de l'intérêt personnel, nous avons ce que Wiesinga avait appelé homo ludens, l'homme du jeu. Le jeu, c'est la dépense, du don, du gaspillage. Et là aussi, nous avons quelque chose qui fait qu'on ne peut pas nous réduire à l'intérêt économique, et que, dans le fond, la définition de l'humain devient complexe. On est à la fois sapiens et demens, on est à la fois faber et mythologicus, on est à la fois economicus et ludens. Et alors, c'est là où l'on peut voir les sources ou les racines anthropologiques de la barbarie humaine, dans les fanatismes divers, dans les délires qui peuvent prendre des formes haineuses, de mépris, de torture, et aussi dans la réduction de tout à l'intérêt personnel et au mépris et à l'oubli total d'autrui. La seule chose qui n'est pas barbare, on peut dire, c'est le domaine de l'art, c'est le domaine de l'esthétique, bien que personnellement, des écrivains, des artistes aient pu avoir des idées politiques extrêmement barbares. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine où ne règne pas la puissance, la domination. Bien sûr, on veut être reconnu, on veut être grand, mais ce qui est intéressant, notamment dans l'histoire européenne, c'est qu'à partir du moment où se déchaîne le développement économique, la machine à vapeur, la puissance, l'économie, l'industrie, la guerre, où le monde masculin devient un monde voué, disons, à la recherche du pouvoir, de la puissance, de l'efficacité, nous avons un monde féminin, dans le monde cultivé de l'époque,
aristocratiques et bourgeois, des femmes qui tiennent un salon où elles protègent les écrivains, les poètes, et vous avez ces poètes adolescents, les musiciens, et si vous voulez, à l'époque, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, au moment où l'Europe est barbare sur le reste du monde, sa musique, sa poésie produisent peut-être ce qu'il y a de plus sensible, de plus délicat et de plus bouleversant, même par rapport à beaucoup d'autres cultures. Quand vous pensez à ce que peuvent traduire, par exemple, le deuxième mouvement du quintet de Schubert, où il exprime un malheur, une douleur, mais d'une façon tellement belle qu'il nous donne à la fois le sentiment de partager ce malheur et en même temps un sentiment de beauté inouïe, c'est-à-dire un sentiment de beauté et de malheur à la fois, et ce qu'on trouve aussi chez Beethoven, c'est-à-dire que nous avons la culture, et c'est là nous avons toujours ce paradoxe, cette chose à deux visages, et on peut dire que, pour reprendre cette formule de René Benjamin, qui disait « Il n'est pas un signe de civilisation qui ne soit en même temps un signe de barbarie. » Et on peut même penser à cette chose sur laquelle Simone Veil avait fait un article dans les Nouveaux Cahiers en 1938, je crois. C'est-à-dire au moment où on sentait qu'il y avait la montée en puissance de l'Allemagne nazie, il n'y avait pas encore eu la guerre mondiale, mais Simone Veil avait réfléchi sur l'histoire romaine. Elle écrivait en disant la conquête romaine a été une des plus cruelles qui soit dans l'histoire. La conquête du bassin méditerranéen, le sac de Corinthe, la prise de Numance, un déchaînement de barbarie inouïe. Et pourtant, cette conquête réussit à établir ce qu'on appelait la paix romaine sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et en 212, l'édit de Caracalla donne la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. Alors, elle disait, voici, on arrive à encore un autre paradoxe où une conquête barbare produit, une fois qu'elle a établi la paix, et Simone Veil se disait, peut-être qu'elle préfigurait une prise de l'Europe par l'Allemagne hitlérienne, en se disant que ça sera épouvantable, ça sera abominable, mais peut-être que 2 siècles après, l'Europe unifiée connaîtrait une civilisation. Mais il faut dire qu'elle a abandonné cette idée, puisqu'elle a, comme vous savez, elle a fait partie de la résistance. Mais cette idée, moi, je l'ai reprise en l'appliquant à l'Union soviétique. En disant à l'Union soviétique, bien sûr, j'étais conscient de la barbarie stalinienne, de ses procès, ses cruautés, mais pour moi, ce système avait une idéologie magnifique, qui reste magnifique, c'est-à-dire l'idée d'une société émancipée, d'une société où il y a la communauté. Et je me disais, les défauts de l'Union soviétique sont dus évidemment par des conditions externes, l'encerclement capitaliste, etc. Mais une fois la victoire, vont s'épanouir les fleurs, il y aura un dégel historique, ça sera une chose merveilleuse. Bon, en fait, les événements ont montré qu'au contraire, le règne de Staline s'est durci peu après la guerre et que finalement le système a implosé. Mais c'est pour dire qu'il y a ce problème du double jeu de l'histoire. C'est aussi un peu ce que Hegel disait, enfin ce qu'on a pu dire de Napoléon. C'est un conquérant qui va ravager l'Europe, mais en même temps, il va apporter le Code civil français, les idées de la Révolution française, etc. Donc,
nous avons double visage toujours. C'est ce que moi j'appelle la complexité, c'est-à-dire une forme d'ambiguïté. Et nous l'avons aussi dans les religions monothéistes, que sont le christianisme ou l'islam, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'une fois qu'il a été non seulement légalisé, qu'il a été consacré comme religion d'empire, le christianisme s'est appliqué non seulement à interdire toutes les religions polythéistes, appelées païennes, mais à fermer l'école d'Athènes, c'est-à-dire l'école de la philosophie sans religion. Et il faut dire que les deux visages, d'un côté, vous avez une doctrine, un message universalisme dans le christianisme comme dans l'islam. L'islam, c'est on invoque le Dieu miséricordieux, hein, et le christianisme est un message de compassion et un message de l'une et l'autre s'adressent à tous les humains, ne se limitent pas à une seule nation. Donc l'un et l'autre ont un message universel, et l'un et l'autre ont montré historiquement des fanatismes extraordinaires à partir du monopole de la vérité et à partir de ces déchirements internes, hérésies internes, qui ont marqué leur histoire. Alors, disons que la barbarie européenne, elle comporte toutes les barbaries des sociétés historiques, avec des choses un peu nouvelles, puisque c'est l'Europe qui a créé la nation moderne. Celle-ci a commencé à se former au XVe, XVIe siècle, en Espagne, Portugal, France, Angleterre, et elle s'est développée au cours des siècles suivants avec des conquêtes, des répressions, des communications, des intégrations, etc. Jusqu'à ce moment extraordinaire qui est marqué par la Révolution française, avec cette idée, la fête du 14 juillet 1790 pour commémorer la prise de la Bastille, où, en quelque sorte, l'idée, c'est la nation souveraine. Nous voulons faire partie de la grande nation, disent les représentants des différentes fédérations qui sont venues à Paris, chose que vous pouvez voir en partie dans le beau film de Jean Renoir qui s'appelle La Marseillaise. Alors, donc, vous avez cette idée, la nation s'accomplit avec le patriotisme qui signifie, dans le fond, c'est un mot très beau, le mot patrie, parce qu'il tient de la féminité maternelle et de la masculinité du père. Il commence en masculin, il termine en féminin. Nous disons la mère patrie, tout en pensant qu'il y a une autorité légitime, paternelle, à laquelle nous devons obéir. Hein. Amour et obéissance. Donc, et du reste, c'est ce sentiment d'être des enfants de la patrie qui nous fraternise en période de guerre, de conflit ou autre. Donc, voici que le patriotisme se développe, mais en même temps, le nationalisme, qui, lui, est la réjection, le mépris, le dédain pour les autres nations. Et vous avez affaire, à ce moment-là, des barbaries nationales. Du reste, dès le XVIe siècle, dès le début, vous avez cette forme de barbarie qui est la purification. Alors, en Espagne, c'est la purification religieuse. C'est-à-dire 1492, un décret d'Isabelle la catholique somme musulmans et juifs de se convertir ou de s'expatrier. Et la purification religieuse s'est manifestée dans les guerres de religion en France. Elle a semblé se terminer sur un édit de tolérance, édit de Nantes. Et vous savez que Montaigne a collaboré à cette victoire de la tolérance. Mais sous Louis XIV, il y a la révocation de l'édit de Nantes qui a entraîné un exode massif de protestants, notamment en Allemagne ou dans d'autres pays, et aussi
une répression sauvage pour ce culte. Bon, alors, vous avez eu donc les purifications religieuses, et vous avez ce qui est arrivé à partir du XXe siècle, les purifications ethniques. Alors vous pouvez me dire, mais déjà en Espagne, c'était une purification ethnique. Oui et non, c'est-à-dire que s'il y avait effectivement une partie de la bourgeoisie et l'aristocratie qui demandait que la limpieza del sangre, c'est-à-dire la pureté du sang, soit une norme, c'est-à-dire que tous les convertis, juifs en majorité ou musulmans, n'accèdent pas à des responsabilités importantes dans la vie publique, privée, mais la monarchie et paradoxalement l'Inquisition disaient non. S'ils sont convertis de bonne foi, eh bien, ils sont devenus des chrétiens. Et du reste, l'Inquisition pourchassait non pas les convertis, mais ceux qu'elle soupçonnait de judaïser en secret. Et du reste, c'est pour ça que sous la torture, beaucoup pouvaient reconnaître judaïser et à ce moment-là périr par le feu. Donc, mais il faut dire que la purification reste religieuse, sauf au début du XVIIe siècle, où il y avait encore en Andalousie un certain nombre de musulmans qui convertis en apparence, mais qui, travaillant dans les grandes propriétés, les propriétaires les laissaient faire discrètement dans une petite baraque, sans minaret, leur culte. Et c'est à ce moment-là une campagne où il a été dit ces éléments-là sont inassimilables comme espagnols, et on a fait des épisodes très peu connus, et ça ressort à la mémoire espagnole seulement dans les 10 et 20 dernières années, et on les a transportés par bateau en Afrique du Nord, séparant parfois la femme du mari, si l'un était d'origine chrétienne ou l'autre d'origine blanche. Bon, donc vous avez la barbarie ethnique, elle a quand même eu lieu dans ce cas-là, mais c'est surtout avec des idées du nationalisme se faisant raciste qu'il y a eu effectivement les purifications ethniques. Et avant même d'arriver à la purification nazie, il faut penser que ça commence avec la guerre gréco-turque d'après la Première Guerre mondiale, où les Grecs d'Asie mineure sont déportés en Macédoine et les Turcs de Macédoine sont déportés en Asie mineure. Et vous savez que l'Empire ottoman avait cette particularité d'avoir des populations très mélangées, notamment à Sarajevo et en Bosnie-Herzégovine, mais même en Serbie, même en Croatie, enfin dans toutes ces régions. Tout ce qui avait dépendu de l'Empire ottoman était un mélange ethnique. Et quand les nationalismes se sont imposés à travers la guerre cruelle que vous savez, qui date des dernières années du siècle dernier, eh bien, à ce moment-là, il y a eu un déchaînement de barbarie à la fois ethnique, nationaliste et religieuse. Et puis là, il faut dire aussi qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait des purifications ethniques, des populations allemandes de Silésie devenues polonaises, déportées en Allemagne, etc. Mais évidemment, la super purification était fondée sur l'idée de race aryenne supérieure, c'est celle opérée par les nazis, et qui a frappé les juifs, mais aussi les tziganes, qu'on oublie, et puis aussi les débiles mentaux et autres aussi qui ont été promis à la liquidation, c'est-à-dire c'était la seule race supérieure. Alors, les Slaves, eux, étaient promis à l'esclavage, peut-être qu'eux aussi, ils auraient subi, si l'Allemagne hitlérienne avait gagné, des massacres, on ne sait pas. Mais en tout cas, si j'étais considéré comme des sous-hommes, mais de toute façon, l'extermination a frappé surtout les Juifs et les Tziganes. Bon, alors, nous voici donc devant un problème
Mais n'oublions pas qu'à partir du XIXe siècle, ce qu'on appelle la civilisation occidentale, la civilisation opère la liquidation et la destruction, pas seulement culturelle, mais physique, de petits peuples qui n'ont pas d'État pour se défendre, qui n'ont pas de lobby, qui n'ont pas de classe intellectuelle pour proclamer leur valeur. Des petits peuples encore dans l'état archaïque, certains sans agriculture, évidemment, je répète, sans État, et ces petits peuples qui étaient répandus partout dans le monde, parce que toute l'humanité, durant la préhistoire, était constituée de ces petites populations, de ces sociétés de chasseurs-ramasseurs, sans agriculture, sans ville, sans État, etc. Et c'est la formation, en 5 points du globe, des sociétés historiques qui a fait qu'au départ, sans doute par agrégation de certaines sociétés archaïques au Moyen-Orient, dans le bassin de l'Indus, en Chine, au Mexique, etc. Et puis après, ces grandes civilisations, et surtout avec la colonisation, avec le 19e, 20e siècle, font que l'extermination, on assiste à un polygénocide dont on parle très peu. Il y a eu l'extermination des Tasmaniens, il y a eu l'extermination des indigènes de la Terre de Feu, il y a eu l'extermination des Alacalouf du sud du Chili, et vous voyez encore aujourd'hui des processus soit de déculturation, soit d'extermination physique de peuples d'Amazonie et d'autres régions d'Amérique du Sud, en dépit de la protection légale que commencent à vouloir leur assurer les autorités. Et ceci, ça vient aussi, le déferlement de... Bon, vous me dites, ce sont les Américains. Non, ce sont les émigrants européens qui sont arrivés, qui ont cette conception que les autres ne sont que des animaux. Parce que pour qu'il y ait une possibilité de cruauté barbare, c'est-à-dire de torture, d'asservissement et d'extermination, il faut considérer l'autre soit comme un animal, c'est-à-dire dont on ne respecte pas la vie, soit comme une chose, donc un pur objet à manipuler. D'ailleurs, c'était la conception qu'avait Aristote de l'esclave. Aristote disait l'esclave est un outil animé. Mais nous avons une troisième conception, c'est quand l'autre, la barbarie, c'est quand nous disons de l'autre, c'est un chien. Quand nous disons de l'autre, c'est une merde. C'est ça. La barbarie en parole, n'est-ce pas, signifie déjà que nous avons dans la colère, signifie potentiellement la barbarie en acte. Autrement dit, la barbarie est toujours possible. Alors donc, voici cette Europe aujourd'hui qui essaye, sans réussir à faire son unité, cette Europe qui désormais n'est plus du tout le foyer de la domination, elle n'a plus de colonie, l'ère coloniale est passée, bien entendu, les séquelles de l'ère coloniale subsistent, notamment en Afrique. Enfin, l'Europe semble vouloir devenir un oasis paisible, elle ne veut plus de guerre, bien qu'elle ait subi la guerre de Yougoslavie, mais enfin, bon, en étant incapable d'y remédier. Et voici cette Europe paisible. Est-ce qu'elle se met en dehors de l'histoire ou est-ce qu'elle est capable, désormais qu'elle n'est plus dominatrice, d'apporter un message humain et humaniste à la planète? Et pour apporter ce message, il faut une pleine conscience. Quand on a eu, il y a quelques années, on a parlé de repentance. Alors, bien entendu, la repentance à l'égard des Juifs, mais on peut dire aussi, alors pourquoi pas de repentance à l'égard des Noirs, qui sont victimes de l'esclavage, mais pas encore, parce que les séquelles de leur situation demeurent. Moi, j'ai un ami noir qui est né à Marseille et qui, depuis 2 ans, ne trouve pas de logement à Paris. Hein. Les séquelles de tout ça, c'est pas fini.
Bon, mais disons, il s'agit de, à mon avis, le problème n'est pas de se repentir. D'abord, moi, le repentir n'existe que pour les gens qui ont commis le forfait. On peut l'avoir aussi peut-être par procuration pour les générations précédentes, quand le forfait n'est pas trop lointain, comme Auschwitz, par exemple. Mais enfin, le vrai problème, c'est la conscience, la reconnaissance de cette barbarie, de ce qui a été fait. Et cette conscience et cette reconnaissance, c'est le seul antidote qui puisse nous préserver et nous permettre d'apporter un message. Oui, j'ai oublié de dire que l'Europe a sécrété une barbarie très, très spécifique qui est le totalitarisme. Parce que, alors vous me direz le totalitarisme, vous savez, il y a beaucoup de querelles là-dedans, parce que certains disent, mais c'est pas juste, on ne peut pas mettre sous le même bonnet le communisme, le nazisme, le fascisme italien. Bon, c'est vrai. Mais en même temps, c'est intéressant de voir qu'il y a des traits communs, le système du parti unique, le contrôle de toute la société. Alors vous savez, quand on a l'esprit complexe, au lieu d'être prisonnier de l'alternative, hein, ou bien on confond tout dans le totalitarisme, ou bien on refuse le mot, ben on a un point de vue complexe, on dit voici un concept qui permet de recouvrir des réalités communes et qui permet quand même de voir toutes les différences qui peuvent exister. Mais c'est vrai que c'est un produit typique, je dirais, de la pensée et du génie européen. Bien sûr, c'est venu par étapes, ça n'a pas été décidé. Quand Lénine déclenche l'insurrection d'octobre 17, il n'a pas conscience de faire un État du type soviétique. C'est au cours de la guerre civile, des épisodes, etc., que le parti bolchevique liquide ses alliés anarchistes et sociodémocrates. Mais bien entendu, il y avait déjà une structure mentale dans le bolchevisme qui était la même que dans la structure théologique des religieuses. Nous sommes les propriétaires de la vérité historique. Et le nazisme, pareil. Il est le propriétaire de la vérité sur l'humanité, la race supérieure. Voilà. Donc, la propriété de la vérité historique conduit au crime et au délire. Voilà ce que l'on peut dire. Et je pense que c'est le moment, à nous autres Européens, de réfléchir à tout cela, mais réfléchir à tout cela à condition d'être capable de reproblématiser, c'est-à-dire ce qu'a fait la Renaissance. Parce que quel est l'apport extraordinaire de la Renaissance? C'est le moment où, évidemment, avec la régénération de la pensée des Grecs, nature un élément extérieur de stimulant, on s'est bien problématisé qu'est-ce que c'est que la nature. Et alors, on s'est dit, il faut voir, il faut expérimenter, il faut observer. C'est le point de départ des sciences modernes. Qu'est-ce que c'est que le monde? Une interrogation philosophique extraordinaire, avec des génies comme Giordano Bruno, qui pensent à un univers infini et qui, à cause de ça, se fait brûler sur le Campo di Fiore à Rome. Bon, avec des esprits universels comme Léonard de Vinci, vous savez. Mais il problématise qu'est-ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que la nature, qu'est-ce que c'est que l'homme, qui sommes-nous? C'est-à-dire, et c'est ça que désormais l'Europe devrait pouvoir faire. Mais au contraire, moi je crois qu'on a beau faire des plans Erasmus et des échanges d'étudiants et des échanges de professeurs, on ne voit pas le vrai problème qui est de redonner une énergie à la pensée et de reproblématiser, ce qui est d'autant plus difficile que quand on a une vision du monde coupée en morceaux séparés à travers les disciplines, on devient incapable de voir les problèmes fondamentaux et globaux, alors que c'est ça qui se pose en tout. Et moi, je crois que, comme je l'ai dit, l'humanisme européen, il faut le régénérer dans son vrai universalisme, c'est-à-dire qu'il reconnaît la diversité des... Parce qu'il y a une chose qui est capitale, c'est de voir que l'idée d'unité et l'idée de diversité, loin
de se rejeter l'une l'autre, sont deux idées absolument indissociables. Par exemple, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous une unité génétique, anatomique, physiologique, affective, cérébrale. Et pourtant, nous sommes tous différents les uns des autres, par la tête, le visage, le caractère. Et plus encore, ce qui caractérise l'humanité, c'est ce qu'on appelle la culture, c'est-à-dire ce qui n'est pas génétiquement inscrit en nous. C'est ce qu'on doit apprendre, le langage, l'écriture, les techniques, etc. Mais la culture n'existe qu'à travers les cultures, toutes différentes les unes des autres. La musique est partout, mais elle n'existe qu'à travers les musiques différentes. Autrement dit, l'unité humaine produit la diversité humaine, et la diversité humaine est inséparable de l'unité humaine. Alors que si vous ne voyez que l'un aspect, vous avez une vision mutilée. Et dans le fond, on a été victime, ceux qui ont été révolutionnaires, ceux qui ont cru ceux qui ont pensé avoir une pensée universaliste, et je dirais aussi les missionnaires religieux qui vont chez les peuples indigènes, mais pour absolument les baptiser et leur interdire d'adorer les esprits qu'ils adoraient. Mais nous avions un universalisme abstrait. L'universalisme concret reconnaît la diversité comme faisant partie du trésor de l'humanité. Donc, c'est un peu ça qui devrait être aujourd'hui régénéré en Europe. Et je crois aussi qu'il y a une interrogation sur la rationalité, parce qu'on a cru longtemps, et nos instituteurs l'ont cru, qu'on était porteur des flambeaux de la raison contre les ténèbres de la superstition. Il y a eu cette idée que, évidemment, ce que disait Voltairienne, que les religions sont des superstitions inventées par les prêtres, alors que Karl Marx, plus tard, plus lucidement, dit la religion, c'est pas seulement ce qu'il appelait l'opium du peuple, c'est le soupir de la créature malheureuse. Il a vu que la religion correspond à une aspiration, à un besoin, à une angoisse, à une attente. Donc, si vous voulez, il y a la raison. Réflexion sur la rationalité. Il y a une rationalité théorique, celle par laquelle nous construisons des théories philosophiques et scientifiques. Quand elles sont scientifiques, il faut que leur structure logique s'adapte aux faits dont elles prétendent rendre compte. Vous avez la rationalité critique, celle qui justement critique les dogmes, les mythes, comme les illusions, etc., qui détecte les illusions sous les croyances. Et puis vous avez la rationalité autocritique, qui est un courant minoritaire, mais à mon avis c'est le courant le plus intéressant et le plus spécifique de l'histoire culturelle européenne, puisque je vous dis, il part de Montaigne, il part de Lascaz, il continue avec Montesquieu, il continue avec Jean-Jacques Rousseau, il arrive à Lévi-Strauss, et à mon avis cette rationalité autocritique c'est notre bien, et s'il y a une volonté de propager quelque chose, parce que l'Europe n'a pas apporté que des mots ou des dominations, elle a apporté aussi des idées fécondes au monde. Mais il y a bien cette idée de rationalité autocritique. Mais vous avez aussi la barbarie de la raison, c'est-à-dire il y a tout d'abord le dogmatisme, c'est-à-dire quand un système d'idées se ferme sur lui-même et ne peut plus accepter les arguments ou les faits contraires. Et même dans les sciences, vous avez pendant un certain temps une théorie installée qui va résister furieusement aux assauts, comme par exemple la physique classique au moment où il y a eu l'irruption de la physique quantique, enfin, sans arrêt. Bon. Vous avez donc, même dans les sciences, vous avez une... Mais heureusement, la dynamique des sciences fondée sur la critique, etc., réussit. Ah bon. Alors, vous avez la dogmatisme, mais vous avez aussi ce qu'on appelle la rationalisation, c'est-à-dire un système logique, mais qui n'est fondé sur rien. C'est-à-dire, si quelqu'un me regarde dans la salle et que je pense que c'est un envoyé d'une police secrète qui est là pour m'espionner, il est évident qu'à partir d'une interprétation un peu délirante, je peux construire tout un système dément. Bon, la rationalisation, et il y a ce que Horkheimer et Adorno ont appelé la raison instrumentale,
c'est-à-dire la rationalité au service de l'extermination, comme celle qui produit l'arme nucléaire, celle qui a produit l'industrie du camp de concentration hitlérienne, etc. Et donc, vous avez la raison peut dégénérer et se transformer en barbarie. Donc, voici les problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui consacrés, nous sommes aujourd'hui voués, parce que nous ne pouvons plus croire à la toute-puissance de la raison, et nous ne pouvons pas plutôt non plus dire qu'il faut abandonner la raison et se lancer dans des expériences diverses de foi. Et l'Europe à maintenir cette tension, d'ailleurs une tension que l'esprit de Pascal avait tout à fait maintenue en lui, parce que Pascal était un esprit sceptique, il était fils de Montaigne, il était lecteur de Montaigne, il était un esprit rationnel, il était un scientifique, très rationaliste, mais en même temps il était mystique, il a eu une illumination, une extase dans laquelle il a eu la conviction. Et il était religieux, alors il voulait faire l'apologie. Alors c'est la tension entre ces quatre instances qui a fait qu'il a pu utiliser la raison pour montrer les limites de la raison, disons, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il a pu à ce moment-là dire, reconnaître qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de son Dieu et qu'il faut faire un pari. Alors, le génie de Pascal, c'est ça. Et aujourd'hui, bon, nous devons faire de nombreux paris, pas sur Dieu, mais sur l'avenir, sur le futur, sur l'humanité. Donc, nous avons à régénérer ce qui a fait la tension de la culture, de la pensée européenne, cette sorte de volonté toujours de ne pas se laisser enfermer, ni dans la foi, ni dans la raison. Alors, j'arrive à la conclusion, parce qu'il ne faut pas être trop bavard. J'arrive à la conclusion. Il y a aujourd'hui, si nous prenons la mondialisation, cette mondialisation qui déferle à partir de 1990, avec l'unification économico-technique du globe sous l'égide du libéralisme économique et animé par un capitalisme du reste effréné. Et si nous voyons cette mondialisation, nous pouvons dire qu'elle est la pire et la meilleure des choses. Pourquoi la pire ? Parce que ce processus qu'on appelle développement, je ne sais pas qui a dit le développement, le navire du développement comporte beaucoup plus de naufragés que de passagers. C'est-à-dire qu'il a créé effectivement des classes moyennes nouvelles, il a créé des zones de liberté, notamment pour la jeunesse, qui s'affranchit de l'autorité inconditionnelle de la famille et tente à démolir les pouvoirs inconditionnels. Bien entendu, ces classes moyennes vivent les mêmes intoxications que les nôtres ici, mais enfin, c'est quand même... Mais en même temps, il a créé des zones énormes de misère que révèlent les bidonvilles. Il a détruit les solidarités traditionnelles et, en quelque sorte, peut-être il conduit la planète vers la catastrophe parce que le déferlement du vaisseau spatial Terre avec ses 4 moteurs, science, technique, profit, économie, aucun n'étant contrôlé, tous étant ambivalents, tout ceci avec les dislocations qui se sont produites comme une sorte de résistance à cette unification venue de l'Occident, toutes ces dislocations qui produisent ce déferlement de haine, de rivalité, de guerre on ne sait pas si elles sont de religion, de nation, de tout ça. On voit très bien que dans ce conflit, dans cette situation-là, l'utilisation des armes, la dégradation de la biosphère, que tout ceci concourt pour nous conduire vers de probables désastres. Quand je dis probable, ça veut dire qu'ils ne sont absolument pas certains si nous trouvons les moyens, justement, de pouvoir comprendre le meilleur de ce qu'apporte la mondialisation. Le meilleur de ce qu'elle apporte, c'est que pour la première fois dans l'histoire, tous les humains, quels qu'ils soient, vivent un destin commun, une interdépendance
qui n'a jamais existé auparavant, les mêmes périls, les mêmes problèmes vitaux, le même problème de survie de l'espèce humaine, et que ces problèmes, ce destin commun permet de progresser dans une conscience commune que moi j'appelais la terre-patrie, de reconnaître que non seulement nous devons garder nos patries, nos petites patries, nos grandes patries, mais il y a aussi la terre qui doit devenir notre patrie, dont nous devons dire des citoyens. Donc, la mondialisation se présente sous un visage de danger, de barbarie inouïe, et en même temps de possibilité d'une nouvelle civilisation. Et puis alors, vous avez la crise, la crise économique, incontestablement, on ne sait pas quels seront ces rebondissements. Est-elle finie? Ne fait-elle que commencer? Je ne sais pas. Mais il faut quand même penser que la crise économique de 1929, dans le produit qui était le plus industrialisé et qui a connu le plus de chômage, qui était l'Allemagne, cette crise a fait advenir légalement Hitler au pouvoir, et que là-dessus, avec l'Anschluss, l'annexion à la Tchécoslovaquie, Munich, la guerre d'Espagne, etc., le monde est allé à la Deuxième Guerre mondiale, qui a été le remède à la crise. Remède, pas remède de cheval, remède mortel. Hein. Et il faut se dire, attention, cette crise qui ne fait que commencer, où va-t-elle? Et puis, surtout, ce n'est que la partie émergée d'un ensemble de crises planétaires, la crise des sociétés traditionnelles, la crise de notre société occidentale, la crise de l'idée de progrès qui était promis comme une loi de l'histoire, les crises démographiques avec ces populations qui se mettent en mouvement, la crise d'une économie qui n'est pas régulée, c'est la seule chose qui émerge. Et alors, toutes ces crises mêlées, c'est la crise de l'humanité qui ne peut pas être humanité. Alors, c'est ici que, est-ce que l'Europe peut jouer le rôle, un rôle qu'a joué la Renaissance dans une petite province italienne qui était la Toscane et qui s'est répandue après dans l'ensemble de l'Europe? Est-ce qu'il peut y avoir une renaissance de l'Europe? Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui serait important dans cette... De même que la Renaissance n'a pu se faire qu'en empruntant le message des anciens Grecs pour se régénérer. Aujourd'hui, je pense que nous devons nous rendre compte que notre civilisation, avec tous ses apports, avec toutes ses qualités, elle a des carences extraordinaires, elle a des aveuglements fabuleux. Et plus, alors cette civilisation ne pourrait-elle pas entrer, les produits de notre civilisation, entrer en symbiose avec ceux d'autres civilisations, par exemple? Il est vrai que des petits peuples d'Amazonie ont un sentiment de la communauté beaucoup que nous avons perdu. Il est vrai qu'il y a des sagesses et des arts de vivre ailleurs. Il est vrai qu'il y a une pensée chinoise et qu'il y a une pensée profonde philosophiquement. Et je dirais même, puisque nous sommes ici dans un amphithéâtre de médecine, je dirais que certainement cette médecine occidentale qui a réussi à, non seulement dans sa chirurgie, dans la détection des maladies, dans le traitement, dans les cures, dans le développement d'un hygiène, dans la diminution de la mortalité, surtout infantile. Enfin, cette médecine qui a des progrès inouïs qui n'existent nulle part ailleurs, elle a aussi des carences qui n'existent nulle part ailleurs, l'hyperspécialisation, la refermeture, refermeture sur l'organe, et au maximum sur le corps, oubliant la personne, oubliant son milieu, oubliant l'environnement. C'est-à-dire qu'une médecine qui a donc ses carences et ses défauts, est-ce qu'on ne pourrait pas seulement utiliser, comme le font les firmes pharmaceutiques allemandes, des connaissances des Indiens d'Amazonie pour fabriquer de la boldo-florine ou de je ne sais quoi? Non, simplement
il pourrait y avoir une symbiose, c'est-à-dire qu'il y avait ce que Léopold Ségar Senghor appelait le rendez-vous du donner et du recevoir. Ne pourrait-on pas chacun apporter ce qu'il a de meilleur et recevoir des autres ce qu'il a de meilleur? Est-ce que la mission de l'Europe n'est pas de s'ouvrir et en même temps de s'accomplir dans ces... Voilà, je termine là-dessus avec une formule qui m'est chère. Tout ce qui ne se régénère pas dégénère. Merci. Vous avez vu comme quoi le discours est hautement symbolique. Dans une médecine qui utilise aussi la raison raisonnante, logique, avec une tarification à l'activité et qui fait que beaucoup de nos collègues ont été amenés à sortir dans la rue pour critiquer la déshumanisation d'un système. Et ce qui est sûrement important, et si vous voulez bien, on va donner la parole comment dire, à vous tous, parce que ce qui est important, non, c'est le débat, puisque ce sont des éléments fortement, je dirais, initiateurs de comment régénérer, c'est-à-dire comment, en définitive, faire renaître. Et c'est justement par rapport à notre domaine, qui est celui de la médecine, que peut-être nous avons des propositions, même quelquefois un peu axées sur notre domaine que nous, comment dire, que nous construisons. Vous avez donc la parole. Merci pour ce brillant exposé. Je rebondis sur votre conclusion un petit peu et sur ce que vous avez dit sur la barbarie technologique, en parlant surtout du côté numérique et pas tellement des possibilités aussi de technologie biologique. Est-ce que, je posais la question simplement, est-ce que le premier qui aura l'audace de modifier la descendance de l'homme en modifiant génétiquement sa descendance, est-ce qu'il fera acte de civilisation ou acte de barbarie ? Oui, mais écoutez, là nous retrouvons tout un problème d'ambivalence, parce que, bon, prenons l'idée d'intervention génétique. On voit très bien que si effectivement on détecte un gène dont le défaut va provoquer des troubles, une maladie, une intervention génétique est possible. Alors la question c'est, peut-on rendre l'humain meilleur? Peut-on transformer l'espèce humaine? Et si on le peut, faut-il penser à un méta-humain? Alors, moi j'ai une position incertaine là-dessus, c'est-à-dire, je crois que nous avons un cerveau. Ce cerveau, il existait déjà chez les Cro-Magnons, chez Homo sapiens. Bon, ils ne savaient pas, eux, ils ont pu faire des peintures rupestres extraordinaires, mais ils ne savaient pas que de ces cerveaux, ou du moins d'un ensemble de cerveaux liés, d'esprits, allait pouvoir sortir la machine à vapeur, l'avion, la bombe atomique, le cyclotron, Mozart, Beethoven, Voltaire, non. Alors, c'est-à-dire, il y avait des qualités propres au cerveau humain qui étaient inexploitées. Einstein a dit qu'aujourd'hui, enfin, lui, comme il est un peu quantitativiste, il dit qu'il y a seulement 15% de notre cerveau que nous utilisons. Nous ne nous fixons pas sur un chiffre, mais si on a, comme moi j'ai l'idée, mon idée que j'ai exprimée dans un livre du reste qui s'appelait Pour entrer dans le XXIe siècle, je disais que nous sommes dans la préhistoire de l'esprit humain. Nous sommes dans l'âge de fer de l'ère planétaire et nous sommes dans la préhistoire de l'humain. Moi, je crois que nous avons encore des possibilités inouïes de connaissances,
de sagesse, d'art de vivre, etc. Mais nous avons aussi des possibilités très négatives de destruction et d'autodestruction. Alors la question c'est, peut-on rêver d'une humanité qui ne soit que bonne? Alors là, je m'interroge à nouveau, parce que je me dis, mais est-ce qu'on peut séparer la possibilité de bien de celle du mal? Vous savez, il y a dans un roman de Saramago, qui s'appelle L'Évangile selon Jésus, je ne sais pas si vous l'avez lu ce roman. Alors, il imagine que c'est Jésus lui-même qui raconte son histoire, et à un moment donné, Jésus est au milieu d'une barque. D'un côté, il y a Dieu, et de l'autre côté, Satan. Il regarde Dieu, il regarde Satan, puis à un moment donné, il trouve que Dieu ressemble assez à Satan, et puis il trouve que Satan ressemble assez à Dieu. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on a voulu disjoindre absolument, maudire le principe du mal pour faire un principe du bien, d'ailleurs Dieu n'a pas été gentil tout le temps même, parfois très méchant, mais enfin pas ça. Mais ce que je crois, c'est que est-ce que l'on peut, disons, supprimer toutes ces... Est-ce que la possibilité du bien ne porte pas en elle la possibilité du mal? Et est-ce qu'on peut faire... Peut-être on peut faire certaines améliorations, mais je crois qu'elles pourraient se faire à partir de la conscience, à partir de l'éducation, à partir d'enseigner la compréhension humaine, enseigner notre qualité d'homme. Je pense que nous pouvons peut-être, sans modifier génétiquement l'esprit humain, non pas arriver à une société parfaite, non pas arriver à un bonheur absolu, mais arriver à quelque chose de moins affreux que ce qui existe, de quelque chose de plus vivable, des relations humaines plus convenables. Donc, je crois que le problème que vous posez, c'est un problème sur lequel nous avons besoin de beaucoup réfléchir, pas seulement sur le fait qu'un jour, on aura des possibilités d'intervention génétique qui permettraient de modifier. Ce jour est encore très lointain, mais enfin bon. Non, réfléchir sur le fait, mais qu'est-ce qui fait que nous sommes comme nous sommes? Est-ce que vraiment on peut avoir rêver à une sainteté absolue? Par exemple, beaucoup de personnes que j'ai connues qui ont des qualités. Ouais, je pense que chacun est à sa façon Dr Jekyll et Mr Hyde. Je pense que chacun, dans le temps ordinaire, refoule en soi des possibilités monstrueuses qui se manifestent du reste dans les crises de colère ou dans certains moments de rage où brusquement surgissent Mr Hyde ou Madame Hyde, hein, parce qu'il y a aussi Madame Jekyll. Il y a les deux, hein, c'est pas réservé aux hommes. Hein, bon. Alors, je dirais, donc, mais est-ce que c'est ça, cette ambivalence formidable, est-ce que ça ne fait pas aussi nos possibilités? Est-ce que c'est pas ça qui alimente les possibilités créatrices de l'humain? Voilà pourquoi je pense qu'il faut beaucoup, et on ne réfléchit pas. Parce que qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropologie? C'est une science qui s'occupe des peuples qui ne connaissent pas l'écriture. C'est-à-dire des peuples qu'on appelait primitifs avant, archaïques aujourd'hui. Mais l'anthropologie n'existe pas en tant que science qui couvre l'ensemble des problèmes humains. C'est ce qu'en Allemagne, on appelait au XIXe siècle anthropologie. Ça voulait dire une réflexion, une pensée à partir des données des différentes sciences pour essayer de rassembler leurs rapports différents, pour essayer de réfléchir à ce que c'est que d'être humain. Alors, si on veut modifier l'humain, avant même de savoir ce que c'est qu'être humain, avant de réfléchir à l'humain, je dis attention, attendons, pensons, réfléchissons et problématisons d'abord. Je vous remercie. Je voulais vous féliciter pour tous vos travaux. Et je m'appelle Ninou Garabaghi. Je viens de publier un ouvrage qui s'appelle « Les espaces de la diversité culturelle ». Dans cet ouvrage, je fais référence à vous
parce que j'ai l'impression que, quels que soient les chercheurs, à la fin, ils pensent tous à la nécessité de la création d'une communauté mondiale. Et vous faites référence au New Deal de civilisation. Et dans cet esprit, je voulais vous poser la question de savoir, parce qu'aujourd'hui, les êtres humains, je pense, nous vivons une condition cosmopolitique. Je définis cette condition, c'est pas comme un choix d'être cosmopolite, mais c'est une condition qui est due au fait que nous vivons dans un village planétaire via les nouvelles technologies de l'information, les portables, Internet, on est au courant de tout. Et par ailleurs, dans beaucoup d'endroits aussi, nous vivons dans un environnement multiculturel. Donc, l'être humain vit une condition cosmopolitique. Et le problème, c'est que cette condition, on la vit, mais on croit se comprendre les uns les autres. Mais je crois qu'il y a beaucoup de problèmes de communication. Il y a une apparence de compréhension, mais ce n'est pas certain qu'on se comprenne tous. Et là, je voudrais savoir, et je crois qu'il y a des aspects qui nous dépassent. Comment vous voyez ce problème pour qu'on puisse véritablement communiquer et se comprendre pour atteindre ce que vous dites? Je vous remercie. Oui. Bon, tout d'abord, je crois que la première chose, il faut que chacun ait conscience de ce qu'il vit quotidiennement. C'est-à-dire que le matin, on prend soit du café qui vient d'Amérique du Sud, soit du thé qui vient de Chine ou de Ceylan. On écoute sur une radio japonaise des informations du monde entier. On prend des fruits à jus d'orange qui vient d'Espagne ou du Maroc, ou de pamplemousse qui vient de plus loin, enfin, et on va mettre une chemise en coton qui vient de l'Inde ou d'Égypte. C'est-à-dire que sans que nous en ayons confiance, nous sommes déjà comme un point singulier d'un hologramme planétaire. La planète est déjà en nous. Et ça, je crois que c'est une idée que l'on vit et qui n'arrive pas à notre conscience. Finalement, tout ce que je porte vient d'ailleurs. Bon, alors, ça c'est un. La deuxième chose, il faut partir de l'idée, vous avez dit très justement, tout d'abord, que la communication n'est pas la compréhension. Que d'abord, ce qu'on appelle, on dit qu'on vit dans une société de la communication. Oui, ce qu'on transmet, ce sont une communauté qui permet des informations. Or, une information seule, isolée, n'est rien. Il faut qu'elle soit intégrée dans un système qui permet de la situer pour qu'on la connaisse. Alors, bon, donc, si vous voulez, l'information n'est pas la connaissance, c'est un élément de la connaissance. La connaissance, ce n'est pas la compréhension. Pour qu'il y ait la compréhension sur le plan humain, parce que sur le plan non humain, le mot est clair, comprehendere, le mot latin, le com, c'est embrasser, prendre ensemble. C'est littéralement embrasser. Bon, alors c'est quand vous avez tous les éléments de connaissance d'un phénomène donné, vous comprenez. Mais dès qu'il s'agit d'un être humain, il faut qu'il y ait un élément d'empathie, de sympathie. Alors, par exemple, pourquoi au cinéma, vous voyez des gens qui sont des criminels qui vous dégoûteraient dans la vie courante, ou des vagabonds que vous ne regardez même pas, mais avec une très grande sympathie, pour ne pas dire avec amour. Le parrain, joué par Brando ou par Pacino, tellement de films, le vagabond, Charlot, etc. C'est parce qu'à ce moment-là, nous avons un processus de sympathie, d'identification et de projection qui fait que nous le comprenons. Nous comprenons que le parrain n'est pas seulement un criminel, mais c'est un père, c'est un mari, il est quelqu'un qui aime, qui peut faire des choses ignobles, qui peut faire des choses qui ne sont pas ignobles. C'est Hegel qui disait, si j'appelle criminel quelqu'un qui a fait un crime dans sa vie, j'élimine tous les autres aspects de sa vie et de sa personnalité pour le réduire à celle-ci.
Or, dans la vie quotidienne, nous réduisons les autres à un seul aspect. Et nous ne les réduisons pas dans leur complexité. On a peur de cette complexité. On a peur de reconnaître des vertus à quelqu'un que l'on voudrait voir comme son ennemi ou son antagoniste. Et donc, si vous voulez, pour la compréhension, il faut faire il faut commencer un gigantesque effort d'éducation. Et cette éducation doit commencer par nous comprendre nous-mêmes, parce que nous ne voulons pas nous comprendre. Et pourquoi nous ne voulons pas? Parce qu'il existe cette chose que les Anglais appellent la self-deception. La self-deception, c'est le mensonge à soi-même. Et sans arrêt, nous nous bourrons le crâne à nous-mêmes, parce que nous voulons jouer toujours un rôle avantageux. Nous mettons les torts sur les autres, jamais sur nous. Alors, il faut quand même être capable d'auto-examen et d'autocritique. Or, on se fie toujours... Aujourd'hui, on cherche toujours la solution de ces problèmes psychiques chez un autre, chez le médecin, chez le psychanalyste, chez le psy, chez le gourou. Jamais on ne fait... Il faut appeler le médecin, le gourou, tout ça, je suis d'accord, mais il faut que soi-même, on participe à l'effort de l'élucidation de soi-même. Donc, c'est vrai, nous avons un énorme problème qui nécessiterait aujourd'hui une réforme de la façon de penser, laquelle nécessiterait une réforme de la connaissance, une réforme de l'enseignement, laquelle nécessiterait une réforme des esprits, et notamment des esprits politiques, laquelle nécessiterait, et toutes les réformes sont solidaires, parce qu'il nous faut aussi faire une réforme de vie. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, mais pour ceci, il faut être conscient du problème et savoir qu'il faut repartir, il faut tout repenser, et je retermine sur ce que j'ai dit, tout reproblématiser. C'est ça. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Nassira Ghanif Souilamas, maître de conférence à l'Université Paris-Nord. Je suis sociologue et anthropologue de formation et je voudrais vous proposer éventuellement de nous donner des clés de compréhension d'une illustration de l'exposé particulièrement stimulant que vous venez de faire. Je pense notamment à ce qui aujourd'hui peut constituer la barbarie européenne et cette manière de chercher de nouveaux convertis. Ils ont existé à l'époque que vous évoquiez, c'est-à-dire au temps de l'Inquisition. Or, ces procédures d'acculturation, qui sont en même temps des procédures de domestication, continuent à exister aujourd'hui dans nos sociétés. Et elles visent des populations qui, pour l'essentiel, viennent du Sud, et notamment des anciennes colonies. Est-ce que vous pourriez nous aider à réfléchir à cette manière tout à fait sophistiquée, voire même très civilisée, dont la barbarie peut aujourd'hui s'exprimer, et notamment consister à rejeter au-delà de l'humanité certaines catégories de population, notamment les migrants par exemple, surtout s'ils sont sans papier, mais aussi au sein de chaque société. Dans le contexte européen actuel, on voit qu'il y a une manière de distinguer le bon grain de l'ivraie, la belle de la bête, etc., etc. Et je pense que vous avez quelque chose à nous apporter dans cette réflexion qui consiste à ne plus opérer des distinctions, notamment à raison, par exemple, des pratiques de discrimination, qui sont un excellent moyen de distinguer ceux qui sont admis dans le cercle des égaux et ceux qui en sont exclus. Et la manière dont ces discriminations et cette manière de distinguer le vrai du faux consiste notamment à utiliser l'argument de la défense des femmes et la manière dont les femmes sont devenues un alibi pour tout un ensemble de pratiques qui visent à séparer et à diviser, et non pas à reconnaître ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'unité dans la diversité dans l'unité. Je vous remercie. C'est les évaluations. Oui. Écoutez, voilà, il y a le problème, vous avez touché un problème de fond. Je peux reprendre, il y avait une formule de Karl Marx dans une thèse sur Feuerbach qui disait qui éduquera les éducateurs? Bon. Et moi je dis, qui évaluera les évaluateurs? Parce que tout se passe comme si les évaluateurs jugeaient d'un trône de vérité absolue et qu'eux-mêmes n'ont pas à être évalués. Or, je dirais que nous devons penser que quiconque doit être évalué. Même un président de la République, au bout de 4 ans, il est évalué bien ou mal, mais enfin,
Je veux dire que, alors, donc, je dirais qu'il y a un problème de fond. Surtout que les évaluateurs se fondent de plus en plus sur des critères purement quantitatifs. Ils donnent des notes. Et déjà, vous avez ce problème qui était depuis très longtemps, c'était l'évaluation d'une copie de littérature ou d'une copie de philosophie au bac. Hein. Vous avez la même copie selon le prof, vous pouvez avoir 17 ou 7. Bon, c'est-à-dire que quel est ce règne de gens qui pensent être parlés du point de vue de la vérité? Et c'est à mon avis, c'est cette réforme de l'esprit qu'il faut faire. Il n'y a aucun trône absolu de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on doit douter de tout. Il y a des critères. Mais je veux dire que ceux qui ont le pouvoir d'évaluation doivent être soumis à un contrôle, pas seulement par leurs pairs, mais aussi par les évalués. Hein? Les évalués ont leur mot à dire dans une telle histoire. Donc, si vous voulez, je crois que il y a une généralisation dans tous les domaines de ce système de notation, d'évaluation, et qui rend de plus en plus arbitraire le pouvoir de tous ceux qui distribuent les notes, bonnes et mauvaises, et qui évaluent. Donc, il y a un problème de fond. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais que pensez-vous par rapport, en fait, à cette notion de converti, de personnalités qui ont été converties, étant converties, et le phénomène d'acculturation que nous avons actuellement? Comment il y a pu y avoir une exclusion, comment une radicalité a pu être vue en Espagne à un certain moment par ces êtres convertis, et d'autres part qui étaient en même temps exclus. Et actuellement, dans notre monde actuel, si j'ai bien compris la position de notre collègue, tous ces phénomènes d'acculturation qui demandent justement la conversion, mais en même temps l'exclusion, d'autant plus quand la personne n'a pas de papier, etc. Oui. Mais vous savez, c'est les conversions forcées, ça existait beaucoup. Toutes des populations entières dans les Amériques ont subi cette conversion. Et puis alors, si vous prenez l'exemple historique qui est très intéressant, parce qu'il y a eu la conversion, il y a eu des Juifs qui sont convertis. Les uns qui ont abandonné la foi hébraïque, la foi biblique, d'autres, parce que, pour rester, par peur, par crainte. Alors, parmi ces convertis, qu'on appelait les conversos, vous avez ceux qui, au cours des générations, de génération en génération, ont oublié leurs racines juives, d'autant plus qu'ils ont pris des noms espagnols et tout ça. Vous avez ceux qui ont entretenu de génération en génération le souvenir de leur identité. Parmi ceux qui, je vais vous donner un exemple, qui ont perdu le sens de leur origine, j'ai la gardienne de mon immeuble qui est une amie, qui est une Portugaise, qui est très catholique. Et un jour, mon épouse, on l'amenait à l'hôpital d'urgence, on dit que situation dangereuse. Elle a dit « Oh, mais écoutez, je vais allumer une bougie vendredi soir pour ça. » Or, c'est un résidu, disons, du vendredi soir, sur du sabbat, n'est-ce pas, et d'un acte. C'est comme il y a beaucoup de familles catholiques, on voile les miroirs au moment de la mort. Et ça. Bon, il y a des résidus, mais alors, il y a une autre catégorie très intéressante, où dans l'esprit, le choc des deux religions a fait sortir quelque chose d'autre au-delà du niveau de la religion. Alors là, quand même, il y a quand même 3 exemples historiques formidables où c'est ces 3 personnes qui ont apporté quelque chose de fondamental à la culture européenne. D'abord, c'est Montaigne, parce que ce qui est généralement ignoré, c'est que toute la famille maternelle de Montaigne est d'origine espagnole, juive, et dont des ancêtres ont été brûlés. Bon, le père, on ne sait pas, mais quand vous lisez les essais, vous voyez très bien qu'à aucun moment il n'est question des évangiles de Jésus. Il a cité les Grecs, les Romains. Et le fruit de cette chose à donner chez Montaigne, cette capacité d'autocritique de sa propre culture, de compassion pour les Américains, les Indiens, et cette ouverture sur le monde. Alors, vous avez Cervantes, c'est aussi un produit typique de la culture européenne. Pourquoi? Parce que son génie
littérature, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il critique l'imaginaire avec la réalité, ce que fait Sancho, mais il critique la réalité avec l'imaginaire, ce que fait... Et Don Quichotte et Cervantes, il montre que ce qui est la réalité humaine, c'est le circuit permanent entre Quichotte et Sancho Panza, et qu'aucun d'eux ne détient la vérité absolue. Et le troisième, c'est évidemment Spinoza, qui a été excommunié par la synagogue. Et qu'est-ce que la révolution qu'a fait Spinoza? La révolution, à l'époque, ou encore chez Descartes, chez Newton, il y avait l'idée d'un Dieu extérieur au monde qui le crée comme un architecte. C'est l'auteur de la fameuse formule Deus sive natura. Il dit Dieu ou bien la nature, c'est-à-dire il a mis le pouvoir créateur dans la nature et il a retiré, il a mis au chômage technologique le Dieu créateur. Alors, ça, ce sont des êtres à double conscience. Ce sont que quand deux fois religieuses en elles se combattent, c'est un peu comme quand deux particules en elles font jaillir quelque chose de nouveau. C'est ça qui a été important pour la culture européenne. Alors, bien entendu, aujourd'hui, il y a des choses tout à fait différentes. Moi, je pense qu'il faut respecter les cultures, mais c'est-à-dire par rapport à beaucoup de peuples, notamment des petits peuples d'Amazonie, les intégrer, c'est les désintégrer totalement. Et du reste, c'est les tuer, d'une certaine façon. Il y a un peuple d'Amazonie sur lequel on déferlait des missionnaires évangélistes qui leur dit « vous êtes des dégueulasses, vous êtes tout nus, il faut vous habiller ». Et puis ces malheureux, ils se sont laissés mourir, absolument écœurés. Alors, il y a un problème qui doit être d'intégration mutuelle. Et moi, j'ai vu l'Exerente dans l'état de Tocantins, où, justement, il y a leur volonté de rester telle qu'elle, mais en même temps, ils ont envoyé 2 de leurs jeunes faire leurs études à l'université pour être avocats, pour défendre leurs droits. Ils acceptent le principe de la littérature, de l'écriture, c'est-à-dire il y a une combinaison à faire. Une fois encore, c'est le problème de la symbiose qui est posé. Et tout le refus, tout le déni de traditions qui sont chères à des peuples aboutit quand même à quelque chose d'affreux. Mais vous voyez aussi la résurrection. Regardez cette cérémonie que moi je trouve bouleversante. La deuxième élection de Evo Morales comme président de Bolivie. Il a fait une cérémonie à Tiahuanaco, qui est un endroit des ruines très antiques sur l'altiplano, sur un lieu symbolique, en costume traditionnel, et il a exalté la Pachamama, c'est-à-dire la terre-mère, c'est-à-dire la grande déesse mère, analogue à la Déméter des Grecs. C'est-à-dire que nous voyons retrouver, et alors, c'est ça qui est important, et je reviens à mon idée de symbiose. Qu'est-ce qui est important? Beaucoup de ces civilisations, elles n'avaient pas perdu le contact, la relation humaine avec la nature, avec la vie, avec le cosmos. Mais elles s'étaient enfermées, et avec parfois d'une façon cruelle, comme je l'indiquais dans les rites aztèques. Nous, on a perdu ce contact, mais on a développé l'autonomie individuelle, l'esprit critique et éventuellement autocritique. C'est là, je crois, qu'une symbiose, puisque nous allons retrouver, grâce à la conscience écologique, notre lien avec la nature. Et donc, mais ces peuples aussi, ils doivent garder leur lien, mais en y introduisant, sans qu'on les viole. D'ailleurs, si vous leur introduisez l'esprit critique et l'esprit autocritique, ils en seront enchantés eux-mêmes. Donc, voilà le problème. Et du reste, aujourd'hui, le Brésil a proclamé dans sa constitution, dans les années 90, qu'il est un État multiculturel. La Colombie l'a dit aussi. Et nous, la République française, nous sommes devenus un État multiculturel. Nous ne sommes pas seulement un pays, pas seulement parce que nous intégrons des cultures très différentes d'origine, comme les Basques, les Bretons, les Flamands, etc. Tout ça, la France est un tissu d'hétérogénéité incroyable
qui a trouvé son unité au cours de plusieurs siècles d'histoire. Mais maintenant, avec les émigrés qui sont arrivés dès le début du XXe siècle, espagnols, italiens, nous avons maintenant de toutes les parts du monde, nous sommes devenus un pays multiculturel. Et nous devons le reconnaître, tout en maintenant, bien entendu, l'idée de république, l'idée de laïcité, mais pas l'idée, comme ça a existé, on empêchait les petits Bretons de parler le breton dans la cour de récréation il y a encore 60 ans. Donc je pense que ces problèmes d'acculturation doivent être traités non pas de façon binaire, parce que respecter les cultures, surtout des peuples archaïques, c'est les mettre dans des zoos, les enfermer dans des zoos. Ou bien on les intègre, je répète. J'ai vu trop de spectacles de désintégration par intégration. Il faut trouver une voie toujours difficile, toujours délicate, toujours aléatoire. Mais vous savez, le propre de la vie, c'est toujours de cheminer en se faisant le chemin. Je termine la phrase de Machado qui dit « Caminante no hay camino, el camino se hace al andar ». Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin. Le chemin, tu le fais en marchant. C'est ça qu'en fond. Il n'y a pas de recette de cuisine, il n'y a pas de programme. Il faut avancer en connaissant les finalités. Si vous voulez, peut-être une dernière question, et après, je vous conseille d'aller voir les différents livres qui sont là, parce que tous ces éléments-là sont utiles à être relus, travaillés, bien entendu. Dernière question. Oui, merci beaucoup pour votre conférence. Je m'appelle Olivier Goulet, je suis enseignant dans cette université ou faculté de médecine. Vous nous avez bien décliné les barbaries liées à la raison, qui sont beaucoup liées aux certitudes que génère la raison. Vous avez immédiatement enchaîné en nous disant « on ne peut abandonner la raison pour je ne sais quelle foi ». Puis vous nous avez dit « il y a des sagesses et des arts de vivre ailleurs qu'en Europe », puisque c'est beaucoup de l'Europe dont nous vous avez parlé. Et je voulais juste vous interroger sur cette phrase qui a dû vous interpeller, qui est célèbre et que l'on prête à André Malraux, qui a dit « le 3e millénaire, où je crois c'est limité au 21e siècle, sera spirituel ou ne sera pas ». Comment est-ce que vous avez reçu cette affirmation? Comment vous l'acceptez et comment vous pouvez la commenter? Tout départ, il y a deux versions de la phrase de Malraux. Il y a celle qui dit le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Alors là, évidemment, il y a certaines apparences qui semblent aller dans ce sens-là, avec le retour des religions classiques, parce qu'il faut dire que le communisme a été une religion de salut terrestre, n'est-ce pas, et on a cru au progrès avec foi, n'est-ce pas, en croyant que c'était rationnel. Bon. Mais je veux dire quand même, nous sommes dans une époque de déferlement religieux multiples, beaucoup moins sensible dans notre petit bout d'Europe occidentale, mais enfin, dans le monde, on le voit. Bon. Mais alors, si vous prenez maintenant... alors, disons, espérons que, finalement, il n'arrivera pas de la pensée indépendante de ce qui est arrivé à l'école d'Athènes quand elle a été fermée par une religion triomphante. Voilà ce qu'on peut dire. Bon. Maintenant... si on prend la formule plus intéressante, que le siècle sera spirituel. Mais il faut s'entendre sur le mot spirituel. C'est comme, disons, à mon avis, matérialisme et spiritualisme ont été galvaudés l'un et l'autre. Et spiritualisme, c'est dans un sens devenu banal, signifie quelque chose qui a trait à la méditation, voire à la foi religieuse, etc. Pour moi, je donnerais à l'idée de spirituel un sens un peu plus large, encore que je reconnaisse qu'il y a un sens dans la méditation. Moi, je crois que le spirituel, ce sont qu'on peut appeler les aspirations de l'esprit ou de l'âme. D'ailleurs, il ne faut pas avoir peur du mot âme, bien que aucun chirurgien ne l'ait vu sur son scalpel, mais enfin,
L'âme est une... Jusqu'à maintenant. L'âme est une émergence. Comme l'esprit, ce sont des émergences de la réalité humaine. Mais je veux dire, on est dans une civilisation qui a effectivement tellement insisté sur l'idée que le progrès ne pouvait être que matériel, que par les productions des biens, que par l'usage des choses, que par la consommation, etc., qu'il y a toute une part spirituelle, c'est-à-dire qui est de la relation avec soi-même, de besoin de sérénité, de besoin de comprendre autrui, de besoin de satisfaire cette part de nous-mêmes qui s'interroge sur le monde, sur notre condition. Je pense qu'il y a effectivement une sous-estimation de l'importance du spirituel qui vient de la civilisation occidentale, et du reste, la preuve, à contrario, vient du fait que depuis quelques décennies, il y a cette recherche des gourous, des yogas, du bouddhisme zen, de toute une série de choses qui veulent satisfaire nos besoins intérieurs. Je dirais que, pour moi, la spiritualité, ce serait nos besoins intérieurs dont la satisfaction ne passe pas par l'acquisition d'un objet matériel. Voilà. Alors, donc, je pense que c'est ceci qui devrait être développé. Mais si je prends la phrase de Balrog comme une prophétie, nous ne savons pas ce que sera le XXe siècle et s'il arrivera à son terme même. Mais je souhaiterais effectivement que les besoins spirituels puissent s'y développer puisqu'ils ont été inhibés et sous-développés.